deux associés du coup du cabinet d'avocats Omada, qui est un cabinet qui accompagne tous les porteurs de projets dans leurs problématiques droit des sociétés. Donc, je veux créer une boîte, m'associer, transférer mon siège, approuver mes comptes, donc vraiment les besoins courants, ainsi que tout ce qui touche au private equity. Donc, c'est essentiellement des opérations de financement de la société dès son plus jeune âge jusqu'à des tours un petit peu plus conséquents et aussi une spécialité un peu plus à la marge sur du M&A, donc des rachats et des reventes de boîtes. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé aux côtés d'avocats dans vos expériences passées ou à venir, mais chez Omada, notre particularité, c'est qu'on adore transmettre et conseiller les clients. Et donc, c'est pour ça qu'on passe énormément de temps avec eux à leur expliquer tous les mécanismes. Et du coup, la présentation d'aujourd'hui s'inscrit un peu dans cette dynamique chez Omada de vouloir transmettre un maximum de tips à avoir en tête auprès des entrepreneurs pour leur éviter de commettre des petites erreurs qui pourraient coûter cher en temps et en énergie demain. Voilà, je ne sais pas si Marine, tu as envie de compléter peut-être. Non, bah, c'était très complet et je pense que la présentation va tout à fait illustrer ton propos quant à notre appétence pour transmettre et échanger avec des entrepreneurs et des porteurs de sujets, donc des porteurs de projets, pardon. Et je voulais juste préciser que, donc, comme vous allez le voir, il y a un petit support de présentation et l'idée, c'est d'aborder avec Kim 5 conseils particuliers qui reviennent très, 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 très fréquemment quand des entrepreneurs ou des porteurs de projets structurent précisément leurs projets. De manière générale, on aime bien que les choses soient interactives. Enfin, et au-delà du fait qu'on aime bien, c'est surtout pour vous que c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, soit vous pouvez, je crois qu'il y a un truc où on peut faire un geste de la main, ou je sais plus si c'est Un sur petit POC. Zoom ou sur je sais plus quel autre outil. Je suis très portée sur la technologie, comme vous le voyez. Mais en gros, soit vous pouvez mettre des messages dans le chat, soit vous faites un geste si vous avez des questions à poser. Ouais. Parce que si vous avez des questions à poser, l'idée, c'est de profiter de cet échange pour obtenir un maximum de réponses. Et comme on est deux avec Kim, on va essayer de justement jongler entre notamment le chat. Je vois que déjà une ou deux personnes ont mis des messages et le contenu oral. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Ouais, et peut-être pour compléter aussi, on fait pas mal d'interventions de ce genre depuis la création du cabinet, donc un peu plus de 3 ans. Et sur notre site internet, il y a un onglet ressources avec pas mal de Ouais. contenu. Donc c'est toujours apprécié, en tout cas, de nos clients et de nos prospects d'aller voir du contenu sur je veux m'associer, à quoi je dois faire attention, je veux faire entrer des gens dans ma boîte, à quoi je veux faire attention. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal de contenu dans Écrit un ou langage. audio. Ouais, Enfin, écrit ou exactement. vidéo, pardon. Ouais, exactement. Donc, si ça vous va, on démarre. Alors, donc ça. Donc aujourd'hui, on a choisi de retenir avec Marine 5 points qui nous paraissent très importants quand on décide de créer une société. Alors vous allez voir, il y a certains points qui vont peut-être pas s'appliquer à vous, notamment pour ceux qui créent leur boîte tout seuls et qui ne s'associent pas. Donc on a décidé de présenter 5 points. Le premier sur la forme sociale, donc toujours avoir à l'esprit de se poser la question de quelle forme sociale je retiens pour créer ma société. Bien répartir son capital lorsqu'on est plusieurs associés du coup. Venir encadrer ses relations avec les associés. Surtout bien contractualiser toutes ces relations en interne ou en externe. Et un point essentiel, notamment pour tous ceux qui font des développements au sein de leur société ou qui déposent une marque, de bien venir protéger tous les droits de propriété intellectuelle qui vont être exploités par sa société. Alors, sur le premier point, le conseil qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui, c'est évidemment de bien choisir une forme sociale adaptée à vos besoins de développement. Donc nous, on a pas mal de clients qui nous disent non mais c'est bon, c'est une SAS. De toute manière, tout le monde me dit qu'il faut faire une SAS. Ou à l'inverse, j'ai créé une SARL parce que mon comptable m'a dit que c'était mieux, mais en fait, je me rends compte que je suis bloquée. Donc c'est vraiment une question qui doit intervenir Mhm. avant même la création de votre société
prendre du conseil comme vous pouvez si l'accès à un avocat est pas au goût du jour. Vous trouvez quand même pas mal de contenu sur le sujet. Il n'y a pas 36 000 formes en réalité de formes sociales. Les plus répandues, du coup, c'est la SAS, donc Société par action simplifiée, et la SARL, Société à responsabilité limitée. Et les deux impliquent des régimes sociaux différents, notamment pour les dirigeants. Donc, c'est vraiment pour le coup essentiel de se poser la question de savoir si c'est adapté ou non à ce que j'envisage de faire de mon activité. Est-ce que je vais être seule? Est-ce que je vais lever des fonds? Ça fait vraiment partie des questions que vous devez vous poser. On peut quand même temporiser l'enjeu parce que on peut très bien venir transformer une SAS en SARL et vice-versa. Donc, le choix que vous allez faire, il n'est pas non plus irréversible, notamment s'il y en a déjà dans l'auditoire qui ont créé une société et qui se rendent compte dans les développements qu'on va faire que ce n'est pas la forme qui est adaptée. Ce n'est pas irréversible, mais ça coûte forcément de l'argent et du temps dont vous passerez bien. Donc, essentiel de vous poser la question. Généralement, si on est une start-up et qu'on a besoin d'aller lever des fonds, la SAS, elle va s'imposer de toute manière de fait. La SARL, c'est pour le coup une forme sociale qui est plus adaptée à des sociétés qui n'ont pas vocation à faire rentrer des investisseurs, ça c'est clair, mais c'est plus la petite PME un petit peu familiale ou la holding ou la boîte de consulting que j'ai envie de créer pour venir faire de la facturation. Il faut savoir que dans la SAS, les dirigeants, les mandataires sociaux, donc les personnes qui représentent la société, sont, d'un point de vue social, assimilés salariés. Donc, en fait, vous allez avoir le même régime social qu'un salarié, payer les cotisations équivalentes, modulo toutes les indemnités, enfin, modulo Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour le dirigeant d'une SAS, venir prendre une assurance complémentaire s'il veut prétendre au chômage. C'est la seule différence entre un président de SAS et un salarié lambda. Là où, dans la SARL, les dirigeants, donc les personnes, encore une fois, qui représentent la société, ça va être des gérants et ça va être des personnes qui, d'un point de vue social, vont être travailleurs non salariés. Et donc, l'implication sociale est totalement différente, notamment, et ça, c'est pour le coup un point sur lequel vous devez vous arrêter dans la réflexion du choix de la forme sociale. Est-ce que j'envisage immédiatement de venir me rémunérer en qualité de dirigeant ou pas? Parce que, effectivement, les cotisations sociales liées aux rémunérations dans les deux cas vont pas être les mêmes. Pareil, est-ce que j'envisage de me verser des dividendes dès la première année? Et ça, c'est généralement la question qu'on se pose au-delà, effectivement, de lever des fonds et de faire rentrer pas mal de monde dans sa boîte. C'est les questions qui vont venir vous permettre de décider la forme sociale qui va être le plus adaptée. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le Si chat. je vois Ouais, dans le chat, Marina a posé une question. ouais. SAS agricole, est-ce possible? Alors Marina, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, peut-être préciser, parce que SAS agricole en tant que tel, c'est pas une réalité juridique, en tout cas, c'est pas un statut réservé. La SAS, c'est une société par action simplifiée, ça veut dire que son capital est composé d'actions et non pas de parts sociales comme une SARL. Et comme l'a indiqué Kim, la spécificité de la SAS, en fait, c'est que son capital, comme on vient de le dire, est composé d'actions et ce sont des actions qui sont assez facilement transmissibles et c'est surtout une société qui peut émettre des nouveaux titres et qu'elle peut attribuer soit à des investisseurs, à à des parties prenantes, à des conseillers, enfin, à différentes personnes qui vont pouvoir être intéressées au capital. Après, son activité en tant que telle, à la SAS, son activité, elle est déterminée et encadrée par l'objet social tel qu'il est rédigé dans les statuts de la SAS, sous réserve évidemment de toutes les activités dites réglementées qui nécessitent d'aller chercher un agrément ou une autorisation auprès de telle ou telle administration ou corps régulateur qui existe en France. Mais donc voilà, donc Marina, je ne sais pas si tu veux préciser ça, mais a priori, une SAS agricole, en tout cas sur le papier, c'est pas du tout impossible. Tout dépend de ce que tu appelles agricole.
Ouais, en Donc, fait, moi, j'ai Oui, regardé un petit peu en parler. Ah, ouais, Marina, vas-y, je t'en prie. oui. Bonjour à tous. Et puis, merci pour ce sujet intéressant. ah, moi, je n'entends Ouais, pas Marina. plus. Ouais, Marina, je Moi aussi, pense que Ouais, ça tu coupe en fait es, de ton côté, Marina. tu es frozen. Mais en tout cas, pour compléter. bon, Ah, bah, écoute, peut-être coupe ta et vidéo maintenant, sinon. couper la vidéo, comment je fais? Ah oui. La grosse Et comme ça, spécialiste de technologie que je suis, ouais, se dit que c'est et peut-être maintenant, une ça va mieux ou option. pas? Bah là, on Ouais, Je t'entend. coupe mes écouteurs. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. ouais. Sans écouteurs, c'est mieux. Alors, peut-être c'est les écouteurs qui font ça. Moi aussi, je suis très technologique. Donc, en fait, si je suis sur la création d'une entreprise agricole pour l'achat du terrain et je souhaite créer une structure qui permettrait accès aux parts sociales pour les personnes qui vont se joindre au projet maintenant ou plus tard et qui voudront bien s'investir dans dans le développement de cette société. Donc, donner accès au capital social. C'est cette flexibilité. Vous m'entendez toujours? Parce que Ouais, ouais. Oui, je ne suis pas sûre. Si, si, on t'entend. Donc, c'est cette flexibilité que vous avez décrite qui m'attire, c'est cette flexibilité et la possibilité, quelque part, Marina, ça de coupe. changer, d'ajouter les parts. Marina, ça coupe, mais je pense pour le Ouais. coup qu'on a saisi un peu tes volontés. En fait, ce que veut dire Marine, c'est Oui, vous que avez compris? ouais, le fait que ce soit agricole, ça va pas venir altérer la forme sociale. C'est-à-dire que ta structure, ça va quand même être une société par action simplifiée. Et du coup, le process pour créer cette structure va être la même que si c'était une SAS qui logeait dans son activité une plateforme quelconque. La particularité du fait que tu es une activité agricole, parce que j'ai regardé un petit peu en parallèle, parce que nous, c'est vrai qu'on ne touche pas à ce genre de profession très réglementée et c'est un aspect finalement très fiscal et social. C'est-à-dire Mm. que l'interprétation de ton bénéfice, ça va être un bénéfice agricole et donc tu auras des implications comptables, fiscales et sociales. Mais d'un point de vue juridique stricto sensu, ça ne va pas venir modifier ta forme sociale. Ça va être vraiment une société par action simplifiée. Mais après, je pense qu'effectivement, d'un point de vue comptable, sociable, Mm. même sur les aides auxquelles tu pourrais prétendre, le fait que ce soit une activité agricole aura évidemment des implications. Et là, pour le coup, il faudra creuser le point pour savoir exactement les tenants et les aboutissants de ton activité d'un point de vue comptable. Mais ça ne change rien au fait que ce sera une SAS et donc que par définition, tu pourras avoir plusieurs associés dans ta SAS, céder des actions pour en faire rentrer, pour en faire sortir et pour que plusieurs personnes soient associées à ton projet. D'accord. Merci Ok. beaucoup. Pas de souci. Et du coup, on répond juste. Je Ouais. crois qu'il y avait Ludovic qui n'avait pas très bien compris l'histoire de la rémunération. En fait, Ludovic, ce que je voulais dire par là, donc c'est pas des chiffres exacts à l'euro près, mais c'est un exemple qu'on donne souvent à nos clients parce que c'est assez parlant. Mais en clair, si tu veux te rémunérer, donc percevoir de la rémunération, donc des salaires dans la SAS, si tu veux avoir 100 euros dans ta poche, globalement, le coût pour l'entreprise, ça va être 200 euros. Alors que si tu veux percevoir 100 dans ta poche dans une SARL, le coût, ça va être plutôt 150 euros. Donc, si tu as prévu dès Day One de te rémunérer en qualité de dirigeant au titre de salaire, parce que tu es dirigeant et pas parce que tu es associé, alors la SARL va être plus appropriée d'un point de vue cash qui sort et charges que ça implique pour la société. En revanche, s'il n'y a pas besoin de cash immédiat et que tu préfères attendre à la fin de l'exercice pour te verser, là pour le coup, du dividende, mais attention, gardez bien en tête que la rémunération d'un dirigeant, du coup, c'est uniquement pour le dirigeant, qui peut par ailleurs ne pas être associé, Mm. alors que les dividendes, c'est vraiment le résultat à la fin de l'exercice. S'il est positif, il va pouvoir être attribué à tous les actionnaires au titre d'un dividende par action.
Et donc, dans ce cas-là, le dividende dans la SAS n'est pas soumis à cotisation sociale, là où dans la SARL, il l'est. Donc, c'est en ça, en fait, que c'est un choix stratégique de bien choisir sa forme sociale en fonction de vos volontés. Typiquement, une start-up, les dirigeants au début se payent pas du tout. Quand ils lèvent des fonds, c'est pour développer la boîte et ils sont très souvent les premières années déficitaires. Donc effectivement, on ne se pose pas vraiment la question sur rémunération, dividende. Et de toute manière, la forme sociale adaptée pour une start-up, c'est une SAS. Donc le débat s'arrête vite. Mais pour d'autres activités et des structures différentes, là, effectivement, c'était ça le message qu'on voulait faire passer. Ludovic, je ne sais pas si tu nous as répondu et si c'est clair. Si on veut lever des fonds, si SARL, peut-on se verser des dividendes chaque mois assimilés salaire sans les charges et avantages, ou est-ce une fois par an? SARL, bah, j'adore parce que vous vous répondez entre vous, c'est magnifique. Mais effectivement, un seul associé en SARL, c'est une URL. Ouais. Sur la distribution de dividendes, il faut au moins avoir clôturé le premier exercice social. Et ensuite, effectivement, sur les exercices suivants, on peut procéder en cours d'exercice à ce qu'on appelle un acompte de dividendes, une avance de dividendes. C'est encadré, il faut quand même remplir certaines conditions, il faut avoir quand même un résultat qui démontre que le versement de dividendes est possible sur la base d'un arrêté comptable. Mais la première année, c'est impossible d'un point de vue légal de venir distribuer du Il y a dividende. Ludovic qui fait Ouais. coucou. Bah, on te laisse la parole. La parole. Ouais. Et tu es en mute, je pense. Enfin, moi, je ne t'entends pas personnellement. Moi non plus. Toujours pas. Là, vous devriez Oui. Super. J'ai un effet inversé. Alors, on a un écho puissance 1000, Ludovic. Ouais. Donc, Il faut qu'il coupe son haut-parleur, en fait. un... On va voir. Ouais. Ouais, je crois que ça va être compliqué. J'imagine que c'est par rapport à tes questions. Attends, mais c'est bizarre. Moi, Non, je pense que vu qu'il y a quand même pas mal de monde, ça doit peut-être... je profite de répondre à Marina sur les avantages de se faire rémunérer par dividende. En fait, alors déjà, l'imposition n'est pas la même. J'ai vu pas mal de questions passer sur les cotisations sociales, etc. Alors, juste pour bien préciser, nous, on n'est pas du tout comptable, on n'est pas fiscaliste. Donc, effectivement, on a un vernis sur pas mal de points qui peuvent vous servir. En revanche, ce n'est pas notre cœur d'expertise. Donc, sur ces histoires de cotisations sociales, etc., on va être assez limité. En revanche, l'avantage du dividende, déjà, il faut savoir si le dividende est pertinent dans votre situation, parce que si l'idée, c'est de venir rémunérer que les dirigeants et pas forcément tous les associés du capital, si c'est des associés dormants ou des associés qui ont donné un coup de pouce au démarrage, mais qui ne font pas vivre le projet, alors le dividende n'est pas très pertinent parce que du coup, il vient récompenser tous les associés. Donc, c'est vraiment une logique différente de la rémunération. Et après, l'avantage d'un point de vue imposition du dividende, c'est qu'effectivement, quand on se verse du salaire et qu'on atteint des tranches d'imposition importantes, notamment dans les tranches à 41% au titre de l'impôt sur le revenu, alors le dividende peut être aussi pertinent de ce point de vue-là, puisqu'il est imposé à la flat tax à 30%. Donc effectivement, généralement, quand on a une boîte solo et qu'on veut se rémunérer, on vient faire un mixte pour optimiser fiscalement entre de la rémunération jusqu'à un certain montant, puis on vient switcher avec du dividende pour conserver une imposition à 30%. Et du coup, peut-être, Kim, juste pour remettre une couche sur ce que tu viens de dire, et je m'adresse du coup à vous tous, si la question de l'optimisation de la taxation sur des éventuelles rémunérations, ou en tout cas si le sujet de la rémunération, qu'elle se fasse via une pure rémunération au sens salaire d'un gérant ou d'un dirigeant,
ou versement de dividendes, c'est un sujet fondamental et majeur pour vous à la création de votre projet, nous, notre recommandation, c'est pour le coup de faire appel à un avocat spécialisé en fiscalité a priori qui pourra vous proposer des hypothèses comparatives en fonction des formes de société que vous pourriez choisir, de votre situation fiscale personnelle. Donc voilà, si vous devez mettre un peu d'argent enfin, si vous devez investir un peu d'argent dans des frais juridiques au début de la vie de votre société, et si ces sujets-là sont particulièrement importants pour vous, malheureusement, c'est quand même assez technique la fiscalité et donc n'hésitez pas à solliciter un avocat. Et j'ai revu passer une question qui était déjà passée plus haut sur le lien entre faire rentrer des investisseurs au capital via levée de fonds et la SAS. Alors, comme le disait Kim initialement, en fait, la grosse différence, enfin, l'une des grosses différences entre la SAS et la SARL, et en tout cas, un élément qui va pouvoir vous aider à faire un choix, c'est que si vous souhaitez, si votre projet nécessite à un moment de lever des fonds, et notamment de lever des fonds sans emprunter des fonds. Donc là, je ne parle pas d'emprunter des fonds, je parle vraiment de faire rentrer de l'argent au capital de la société, en échange de quoi vous donnez une partie du capital de la société, vous concédez une partie du capital de la société à ces investisseurs qui vont investir dans la société. Dans ces cas-là, le choix est très vite fait. Vous ne pouvez pas faire appel à une SARL parce qu'une SARL, c'est une société qui peut simplement emprunter de l'argent en émettant des obligations. En revanche, c'est une société qui ne peut pas émettre des titres qui pourraient être achetés par des investisseurs. Là où la SAS, l'une de ses spécificités, c'est qu'elle peut émettre des actions, elle peut émettre des options, elle peut émettre des bons qui vont donner accès au capital et qui vont pouvoir être achetés par des investisseurs, en échange de quoi ils prendront une part au capital. Donc, si vous voulez faire rentrer des investisseurs au capital de votre société, vous ne pouvez pas passer par une SARL. Et la différence entre EURL et SARL, comme ça a été dit plus tôt, une EURL, c'est une SARL qui est détenue, dont le capital est détenu à 100% par un associé unique. C'est la seule différence entre une SARL et une EURL. Je crois qu'on est bon sur les questions. Ludovic a levé la main à nouveau. Peut-être qu'on va tester à nouveau si ça fonctionne. Maintenant, j'ai le son qui est plus en double, mais j'ai plus l'image. Donc, Non, mais parfait, on Nous, t'entend on te voit super et on bien. t'entend. ouais, mais j'ai plus votre écran. Bon, c'est pas très grave. Ma question, c'était que, en gros, si j'ai bien compris, le choix, il est, si on veut se payer dans la première année, au cours de la première année, on peut se payer soit en rémunération, soit en tant que gérant, mais avec une protection sociale assez faible, soit en tant que dans une SARL, soit en tant que dirigeant dans une SAS, en étant comme salarié, sauf les droits au chômage. Ouais. Et on peut éventuellement, plus tard, à la fin de l'année, enfin, une fois l'exercice comptable terminé, se verser en plus des dividendes. Mais la différence étant que les dividendes ne donnent droit ni à la Sécu, ni au chômage, ni à la retraite, et qu'il faut les distribuer à tous les associés. C'est ça, modulo peut-être un point, c'est-à-dire que quand tu es en SARL, dans la mesure où les dividendes sont soumis à cotisation sociale, alors il me semble, mais à confirmer, que tu cotises quand même sur ces dividendes également et que ça rentre du coup dans ton assiette pour la retraite et compagnie. Là où dans Ah, la SAS, effectivement, c'est pas soumis à cotisation sociale. En fait, dès lors que tu payes des cotisations sociales, c'est que tu cotises. oui, mais comme c'est pas les mêmes assiettes, c'est pas les mêmes plafonds, c'est pas les mêmes je sais pas quoi, donc c'est pour ça que bon, ok, ça mérite d'être creusé. Ok, Peut-être merci. que effectivement l'implication est différente que quand c'est des cotises assis sur du salaire. C'est clair. Mais en tout cas, le fait que ce soit soumis à cotisation, ça vient quand même rentrer, enfin, c'est quand même pris en compte dans ta retraite, ton chômage et compagnie, quoi. Ça, c'est dans les dividendes de SARL. Dans la SARL, ouais. C'est pour ça que quand on veut distribuer, pardon, des dividendes de manière un petit peu systématique et tous les ans, d'un point de vue cash uniquement, la SAS est plus adaptée. En revanche, si on veut de la rémunération, mais encore une fois, c'est vraiment un raisonnement purement sur le cash
et pas sur tous les impacts fiscaux, sociaux qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. La question, enfin, comme je l'écrivais dans le chat, la question, c'est est-ce qu'on veut de l'argent tout de suite ou est-ce qu'on préfère thésauriser sur plus tard? Exactement. Merci. Avec plaisir. Il y a des questions sur en gros, sur la multiplicité des associés dans une société. Donc, que ce soit pour la SARL, je réponds un peu aux deux dernières questions, que ce soit pour la SARL ou la société ou la SAS, ces deux sociétés existent avec un seul associé ou plusieurs associés. Donc, une SARL, une société à responsabilité, elle peut exister avec un seul associé. On parle donc, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une EURL. Ou d'une SASU d'ailleurs. Et une SAS peut exister avec plusieurs associés ou avec un seul associé. On parle dans ces cas-là d'une SASU, comme vient de le dire Kim. Donc, et vous pouvez, si vous êtes tout seul au départ et que vous créez une EURL ou une SASU, vous pouvez créer cette société avec des statuts qui fonctionnent d'ores et déjà, qui fonctionnent à la fois en l'état actuel des choses avec un seul associé, mais qui fonctionneront également si vous avez des associés qui vous rejoignent, de sorte que vous n'aurez pas à modifier l'intégralité des statuts pour faire fonctionner la société avec une pluralité d'associés. Donc ça, c'est tout à fait possible d'introduire dès les statuts initiaux une rédaction qui permette d'accueillir des associés ultérieurement. Ouais, et du coup, peut évoluer. Il y avait peut-être, je crois, une question sur le fait de transformer la. Ah oui, non, d'accord, c'était SASU en SAS. C'était pas sur la SARL. Ok, bah si ça vous va, on passe à la deuxième slide. Hop. Qui est un peu d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire. Vas-y, Marine, si tu veux. Donc, de deux choses l'une, soit vous créez votre société tout seul, et dans ce cas-là, en tout cas au moment de la création de la société, la question ne se pose pas de savoir comment vous allez encadrer vos relations avec vos associés puisque vous n'en avez pas. Mais cette question pourra se poser à un moment donné. Soit vous créez une société avec d'ores et déjà un ou plusieurs associés. Donc, juste petite précision de vocabulaire qu'on emploie depuis tout à l'heure, un associé, c'est un actionnaire. C'est quelqu'un qui détient soit des parts de la SARL, soit des actions de la SAS. C'est pas un associé au sens large comme on peut l'entendre en français courant. C'est vraiment quelqu'un qui est propriétaire d'une part du capital de la société. Donc, si vous créez une société avec plusieurs associés, la question qui va se poser, c'est d'organiser les relations entre vous. Déjà parce que au sein des associés, vous allez probablement avoir vous allez peut-être avoir des associés qui vont être majoritaires et d'autres qui vont être minoritaires, c'est-à-dire certains associés qui vont détenir une part du capital beaucoup plus ou significativement plus importante que les autres, ce qui, en termes de rapport de force, de pouvoir, va nécessiter une organisation particulière. Et par ailleurs, au sein des associés, vous pouvez avoir des associés qui sont opérationnels dans la société et d'autres qui ne sont pas opérationnels dans la société. A priori, au moment où vous créez votre projet, la plupart du temps, sauf si vous vous adossez directement sur un associé financeur de votre projet, a priori, si vous créez une société avec plusieurs associés, c'est que vous créez une société avec plusieurs associés qui vont être impliqués d'une manière ou d'une autre dans la conduite opérationnelle de votre projet. Donc, a priori, vous allez créer votre société avec des profils opérationnels et ce à quoi il va falloir faire attention, c'est il va falloir que les choses soient très claires entre vous et vos associés sur le rôle des uns et des autres dans la société, l'intensité, si je puis dire, de l'engagement que les uns et les autres vont prendre dans ce projet que porte la société. Est-ce que, en tant qu'associé opérationnel, vous allez tous travailler à 100% sur ce projet-là ou pas? Attends, mais là, on est sur quel slide, Ouais, Kim? en fait, j'ai avancé trop vite, il y avait la slide, mais en réalité, dans ton discours, tu réponds aux deux slides. Ok. Donc j'ai juste remis au bon endroit. Mais
Mais tu étais déjà Oui, dedans, hein, du sur la coup, en fait, répartition voilà. du En fait, capital. parfait, parce qu'en fait, du coup, il y a deux sujets qui se Complète. complètent. C'est la question de l'organisation des relations entre vos associés et la détention capitalistique des uns et des autres. Et en fait, c'est ce que je disais initialement. Au sein de au sein d'un actionnariat, vous pouvez avoir des associés qui détiennent des parts de capital plus ou moins importantes. Je parlais tout à l'heure de minoritaire et de majoritaire. Donc déjà, si vous créez la société à plusieurs, il va falloir déterminer qui a combien. Et ça, le qui a combien, quand je dis qui a combien, c'est si vous êtes 3 associés, est-ce que vous faites du un tiers, un tiers, un tiers, un tiers? Ou est-ce que vous faites du 50, 25, 25? Ou toute autre répartition capitalistique? Et ça, la détermination de cette répartition, elle doit évidemment faire l'objet d'une discussion entre vous et vos associés et elle doit prendre en compte justement les apports que les uns et les autres font. Et quand je parle d'apport, je ne parle pas juste d'apport financier. Alors évidemment, si, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez un associé initial qui est là avec une casquette de pur financier, de pur financeur du projet, il va a priori apporter beaucoup d'argent et donc il faudra voir comment ça s'impacte sur sa détention capitalistique. Mais ce cas-là est relativement rare, en tout cas on va considérer que c'est plutôt une exception à la règle et nous on va plutôt se focaliser sur l'hypothèse de vous qui vous associez avec des personnes qui n'apportent pas des fonds mais qui a priori apportent une implication opérationnelle, qui apportent leur travail, qui apportent leur motivation, leur expertise. Et là, il va falloir essayer de voir comment valoriser ça. Est-ce que, si vous êtes plusieurs associés, est-ce que vous pouvez vraiment, mais raisonnablement et rationnellement, considérer que tous les associés apportent la même implication, apportent la même expertise, sont impliqués dans le projet selon la même intensité les uns que les autres. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir trouver une forme de clé de répartition entre vous sur les détentions capitalistiques. Souvent, on voit que au sein d'un actionnariat composé de plusieurs associés au début d'un projet, il y a assez souvent une personne qui se démarque comme étant la personne qui a eu l'idée initialement, qui a un peu développé l'idée dans son coin pendant des mois, voire des années tout seul. Et cette personne-là, en général, elle prend les rênes du projet, elle est impliquée un peu corps et âme. En tout cas, elle est très, très fortement impliquée dans le projet. Et ça justifie souvent que sa détention capitalistique en bénéficie. Ou vous pouvez avoir aussi des projets qui sont portés par 2-3 personnes qui se sont rencontrées à un moment donné, qui ont développé ce projet ensemble et qui apportent des choses relativement équivalentes. Et dans ces cas-là, on va pouvoir prévoir une répartition assez égalitaire. Ça, c'est... Honnêtement, il n'y a pas de règles écrites noir sur blanc dans un ouvrage. C'est du juridique sans être du juridique, c'est du juridique et en même temps du financier et du stratégique, notamment parce que si vous avez vocation à faire rentrer des investisseurs au capital, au moment où ils rentreront au capital, ils regarderont votre répartition capitalistique. Et s'ils estiment, par exemple, que quelqu'un qui apporte quelque chose de fondamental à la société n'a pas une détention capitalistique assez importante, soit ce sera un peu rédhibitoire pour eux, soit en tout cas, ils conditionneront leur investissement à à la réorganisation du capital. Et un peu comme ce que disait Kim tout à l'heure sur le passage d'une SAS à une SARL, les choses ne sont pas forcément figées et c'est pas parce que vous choisissez quelque chose à un instant T que c'est gravé dans le marbre et que c'est ad vitam aeternam. En revanche, autant essayer, un peu comme la forme sociale, d'anticiper au maximum pour organiser votre capital au début de la vie de la société de la manière la plus intelligente, si je puis dire, possible, pour ne pas avoir à réorganiser le capital au moment où vous aurez besoin, par exemple, de faire rentrer des investisseurs. Ouais, et d'autant plus, je complète par rapport à l'expérience et le retour qu'on a avec tous nos clients qui nous appellent et qui parfois sont déjà structurés et le capital est déjà organisé. On voit souvent naître beaucoup de frustration. C'est-à-dire qu'on a démarré avec une répartition un tiers, un tiers, un tiers. On se rend compte qu'au final, il y en a certains qui vont se désimpliquer
qui vont vouloir faire autre chose. Et en réalité, si tout ça n'a pas été encadré et prévu, bah, en fait, c'est très compliqué de rester motivé avec un tiers du gâteau alors que les deux autres ne font plus rien. Et donc, c'est essentiel, un, de l'anticiper, deux, de l'encadrer, c'est la slide qui suit, mais surtout, si on peut vous donner un conseil qui vous sera utile, sachez qu'il existe pas mal de mécanismes qui permettent en fait, de promettre de céder des actions. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, le feeling passe bien, vous sentez que ça peut le faire, que vous êtes complémentaires, qu'il y a plein de choses à faire, mais en réalité, vous ne vous connaissez pas et vous n'avez jamais bossé ensemble. Et vous avez déjà développé votre boîte de votre côté et elle a déjà de la valeur. Alors, c'est possible de venir promettre de céder des actions à une certaine échéance si des conditions se réalisent. Ce qui permet d'instaurer un climat beaucoup plus sain. C'est-à-dire que du côté de l'associé existant, il y a un engagement de sa part et une obligation de céder des actions corrélées à des objectifs, à des conditions. Et là, du coup, il faut poser les conditions et y réfléchir. Et de l'autre, vous, ça vous protège dans la mesure où si les objectifs ne sont pas remplis, il n'est pas associé. Parce qu'en réalité, on a pas mal de clients qui disent « Ouais, je lui ai donné 10% parce qu'il devait me présenter un tel, parce qu'il avait un réseau énorme et qu'il pouvait nous apporter énormément. » Au final, il n'a rien fait de tout ça et il a les 10% et je ne peux pas récupérer les actions. Et il n'y a rien de pire, en fait, qu'une frustration entre associés. Ça peut vraiment, et on insiste pour le coup sur ce point, plomber un projet. Et au-delà de la démotivation, on a envie de se dire, bah, en fait, je vais fermer la boîte, ça ne sert à rien, je ne vais pas rester motivé pour 10 ou 20% du gâteau, alors que les autres ne font plus rien. Et donc, pour éviter tout ça, il faut vraiment et le penser en amont et venir l'encadrer. Et c'est d'ailleurs la slide qui suit, c'est-à-dire venir encadrer vos relations avec vos associés. Peut-être qu'on peut vous donner un exemple qui va vraiment vous parler, parce qu'on a eu pas mal le cas de clients qui nous appellent et qui nous disent ben, on est deux, on a 50-50, ça se passe pas bien, on n'arrive plus à s'entendre, on a tout essayé et en fait, maintenant elle me répond plus ou il me répond plus, je n'arrive plus à le joindre. Elle a démissionné de son mandat de dirigeant, mais du coup elle ne fout plus rien dans la boîte. Cette nuance, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous êtes associé d'une société parce que vous avez acheté des actions, soit à la constitution au démarrage lors de la création, soit au cours de la vie de la société. Mais on est associé parce qu'on a des actions. Ce n'est pas parce qu'on est associé qu'on a une obligation de s'impliquer dans la boîte. En réalité, quand on raisonne pas du tout d'un point de vue juridique, quand on a une boîte à 50-50, on se dit que c'est assez naturel que les deux développent la boîte et que les deux bossent. Mais d'un point de vue juridique, non. On a des actions, on est associé, point à la ligne. Par contre, on s'implique d'un point de vue opérationnel et on fait vivre la société. Alors dans ce cas-là, on a un titre qui justifie qu'on s'implique dans la boîte. Et ce titre, soit on est salarié de la société, généralement au début c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire supporter de salaire et en plus de cotisations et compagnie, soit on est dirigeant, soit on est stagiaire, alternant, apprenti ou alors prestat, mais c'est encore différent sur l'implication. Mais en tout cas, il est essentiel pour vous, si vous attendez de quelqu'un qui s'implique dans la boîte, de lui donner un titre. Parce que, en plus de faire courir un risque de venir vous réclamer des sommes en disant en fait, je suis associé, tu m'as demandé de bosser, tu m'as donné des ordres, j'ai plein de mails, ça fait 2 ans qu'on est dans ces conditions, je ne suis pas payé. En fait, je vais aller au prud'homme et je vais requalifier la relation entre toi et moi comme un contrat de travail à durée indéterminée. Et donc, gros risque sur la boîte. Deuxième risque, c'est du travail dissimulé. Et donc là, c'est du pénal. Donc, non seulement vous faites supporter des risques dans la société, et en plus, il y a une frustration qui vient s'instaurer, parfois qui n'est pas volontaire. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, on a le sentiment que quand on a 50% d'une boîte, c'est assez naturel qu'on s'implique pour cette société. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel, si vous devez retenir un truc aujourd'hui, de venir encadrer vos relations, de donner un titre pour les personnes qui s'impliquent, de venir répartir le capital de manière cohérente et saine et sans frustration, quitte à fixer une réorganisation future à l'avance en fonction de l'atteinte d'objectifs. Ça pérennise vraiment le projet et ça assainit les relations. Et pour assainir les relations, si on peut vous donner un conseil, même si au démarrage, c'est compliqué de prendre un avocat, de se faire accompagner sur ces sujets, de décaisser du cash tout de suite, c'est essentiel de faire un pacte d'associés, peut-être pas très compliqué, peut-être pas sur
toutes les clauses qu'on retrouve dans un pacte d'associés, mais au moins sur un point, notamment au démarrage. Et encore une fois, c'est vraiment un discours qu'on tient qui est convaincu parce qu'on a tous les jours au téléphone des gens qui sont confrontés à ce problème et qui ne savaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment transmettre ces informations à un maximum d'entrepreneurs et de porteurs de projets sur la place. Comme on l'a dit, on est associé parce qu'on a des actions. On est opérationnel parce qu'on a un titre. Donc, les deux sont par nature indépendants et pas reliés entre eux. Et en fait, le pacte d'associés, notamment une partie du pacte d'associés qui est, à notre sens, en tout cas au démarrage, la plus importante, va permettre de relier les deux. Tu as 40% de la boîte parce que tu t'impliques. Si demain, tu ne t'impliques plus, je peux récupérer ces 40%. Et je sauve mon projet, je protège la boîte et j'évite toute frustration, évidemment. Et donc ça, c'est des clauses qu'on appelle des clauses de leaver. Okay, et juridiquement, c'est en fait simplement des promesses de cession. C'est-à-dire que chacun des associés opérationnels s'engage mutuellement à céder l'intégralité de leurs actions à l'autre en cas de départ. Et on vient définir ensuite quels sont les cas de départ. Le plus classique, c'est la démission dans votre tête. Mais il y a aussi, on le révoque parce que ça ne se passe pas bien ou on le licencie. Mais il y a un exemple auquel on ne pense pas souvent, mais si l'un des associés décède, est-ce qu'on a envie de récupérer son époux, son épouse ou ses enfants au capital qui n'ont rien à voir avec le projet et qui ne vont pas aider au développement? Donc derrière le mot départ, il faut vraiment avoir une vision très large pour pouvoir encadrer tous les cas de départ possibles et inimaginables et surtout avoir toujours la possibilité, ce n'est pas une obligation, hein, parce qu'un pacte d'associés, si c'est utile de le rappeler, c'est un contrat entre deux parties, de sorte que si les deux parties sont OK pour déroger à ce contrat, on pourra toujours y déroger. C'est vraiment le contrat de mariage, hein, le pacte d'associés. Donc, c'est là vraiment pour prémunir si on n'arrive pas à se mettre d'accord et si on n'a pas d'alternative. Et c'est pour prémunir le projet. C'est vraiment une protection du projet et pas une protection individuelle. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'encadrer les relations entre associés, tant sur les apports au début, le capital ensuite, les rôles demain et l'issue si ça ne se passait pas bien. Exactement. Je reprends juste un peu les questions qui ont été Ouais. posées dans le chat. Donc, le rapport entre le nombre de parts et le pouvoir de décision. C'est une très bonne Donc, question. effectivement, c'est une bonne question. Donc, le principe, sauf à ce que vous prévoyez des schémas qui peuvent exister, mais qui sont quand même assez rares, le grand principe, c'est que le nombre de parts ou d'actions détenues est proportionnel au nombre de votes que vous pouvez détenir lors des réunions de la collectivité des associés. Dans les SARL ou les SAS, les décisions qui doivent être prises pour que la société fonctionne sont de deux ordres. Il y a des décisions de gestion courante qui sont des décisions qui sont de la compétence du gérant ou du dirigeant. Donc, ce sont toutes les décisions qui permettent à la société de tourner au quotidien. Donc, ça va être faire des achats de matériel, ça va être recruter un apprenti ou un stagiaire ou recruter un salarié, ça va être aller faire un emprunt bancaire de 10 000 euros auprès de votre banque, etc., etc., etc. Ça, c'est des décisions de gestion qui sont prises par les gérants ou les dirigeants. Et à côté de ça, il y a des décisions parfois qui doivent être prises plus structurantes au plan juridique parce qu'ayant un impact sur la structure juridique qu'est la société. Par exemple, besoin de nommer un nouveau gérant ou un nouveau dirigeant, besoin d'approuver les comptes de la société, besoin de fusionner votre SAS avec une autre société, besoin d'augmenter le capital dans votre SAS ou de réduire le capital dans votre SAS. Besoin de changer le nom de la SARL ou de la SAS. Tout ça, c'est des décisions qui ont un impact sur la coquille juridique qu'est la société. Et ça, c'est des décisions qui sont de la compétence des associés de la société. Et ces associés de la société, comment est-ce qu'ils prennent ces décisions-là? Ils prennent ces décisions collectivement selon des règles qui sont décrites et précisées dans les statuts. Et ça me permet de pointer du doigt, je crois, une différence qu'on n'a pas donnée pour le moment entre SAS et SARL. Dans les SARL, les règles qui sont prévues dans les statuts sont assez strictement dictées par le code de commerce. Là où dans une SAS, les règles que vous pouvez mettre en place dans vos statuts
sont assez librement déterminables. Le code de commerce laisse une grosse liberté aux rédacteurs de statut de SAS pour déterminer les règles qui vont venir régir la vie de la société. Les décisions collectives des associés, donc, sont prises selon des règles qui sont déterminées dans les statuts de votre SRL ou de votre SAS. Et dans le cadre très souvent de ce qu'on appelle une assemblée générale. Je pense que c'est un terme que vous connaissez, en tout cas une image que vous devez connaître. Lorsque les associés d'une société doivent prendre des décisions qui sont de leur compétence, ils sont appelés à voter et à se positionner sur des décisions précises. Et dans le cadre de ce vote-là, ils ont un certain nombre de droits de vote. Et ce nombre de droits de vote est, dans l'immense majorité des cas, proportionnel au nombre d'actions ou de parts qu'ils détiennent au capital de la société. Donc, si moi, je détiens 20% des parts d'une SARL ou 30% des actions d'une SAS, je vais respectivement avoir 20% des droits de vote dans la SARL et 30% des droits de vote dans la SAS. Et si je participe à une assemblée générale de ces sociétés-là, mon vote va représenter va compter pour respectivement 20% et 30% des votes émis dans le cadre de cette assemblée. Donc voilà, la règle, c'est la proportionnalité. J'avance parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui se sont ajoutées. Tu voulais dire quelque chose? Non. Non. Quel conseil de statut pouvez-vous donner si mon conjoint veut investir acquisition de parts dans ma société de décoration d'intérieur? Alors, si l'idée, c'est que votre conjoint soit... il y a écrit utilisateur Zoom, donc je ne sais pas qui se cache derrière cette question. Si l'idée, c'est que votre conjoint participe juste de manière minoritaire au capital de la société et détienne quelque part ou quelques actions, tout dépend de ce qu'on appelle le terme investir. Est-ce que l'idée, c'est de mettre de l'argent dans la société? Et si c'est le cas, dans ces cas-là, il faudrait que ça va pas pouvoir être dans une SARL, ça va plutôt, enfin, ce sera plutôt dans le cadre d'une SAS, où dans ces cas-là, la société va pouvoir émettre des actions ou des bons qui vont donner accès au capital de la société. Et dans ces cas-là, ces actions ou ces bons vont être, vont probablement, enfin, les actions, c'est sûr, et certains bons vont être émis à un prix qui va être fixé, et votre conjoint va payer le prix pour acheter ses actions ou ses bons et va le payer à la société. Donc, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de la société. À l'inverse, si l'idée, c'est simplement qu'ils prennent une petite part minoritaire et que ce soit un peu une affaire entre vous et lui, vous pouvez lui céder des parts de votre SARL ou des actions de votre SAS. Et dans ces cas-là, la transaction se fait entre vous et lui et n'impacte pas les finances de la société, puisque c'est vous qui allez vendre une partie de vos actions à votre conjoint, et votre conjoint va vous payer à vous le prix des actions ou des parts. Donc l'argent va rentrer dans vos poches à vous et non pas dans les caisses de la société. Ensuite, est-ce que le pacte d'associés résout ce problème de répartition de capital? Oui, c'est tout ce que Kim a expliqué tout à l'heure, notamment sur ces deux casquettes dirigeants actionnaires qui sont a priori indépendantes et que le pacte permet de nouer, en tout cas de relier. Ouais, en revanche, le pacte d'associés, c'est pas l'endroit pour venir anticiper une réorganisation du capital qui est souhaitée. C'est-à-dire que, vu qu'on a parlé de la promesse de cession, et d'ailleurs, c'est la question aussi d'après, les promesses de cession d'actions, c'est dans un acte distinct du pacte. Donc, si la question, Catherine, c'était est-ce que le pacte d'associés résout le problème de répartition, en tout cas permet de réorganiser de manière voulue et pas simplement en cas de départ, alors c'est pas vraiment l'endroit pour le faire et généralement c'est entre les associés concernés dans un acte séparé, pardon. Et sur les ressources, Delphine, il faudrait peut-être que tu ailles, je pense qu'on en a déjà parlé, peut-être des promesses de cession dans les ressources du cabinet. Peut-être sur peut-être sur la présentation statut et pacte d'associés. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait vraiment vous donner des petits conseils et forcément, ça suscite des questions et c'est d'autant plus agréable. Mais malheureusement, avec le temps qui nous est imparti, on va avoir du mal à rentrer vraiment dans le détail parce qu'on pourrait tenir 1 heure sur la promesse de cession sans problème. Mais Delphine, si ça peut t'aider, la promesse de cession, c'est un document entre deux parties qui permet de figer le consentement du promettant. Donc, la personne qui promet de céder a figé son consentement, elle ne peut plus revenir dessus. Et en fait, il faut simplement caler la condition suspensive, donc la condition qui permettra de rendre la cession effective.
Et l'avantage, le gros avantage, et ça on n'en a pas parlé, mais en une seconde rapidement parce que c'est essentiel, l'avantage de la promesse de cession, elle est aussi de permettre aux associés qui sont concernés ou aux personnes qui sont concernées de venir figer le prix des actions qui seront cédées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma boîte, elle vaut pas grand-chose. Mon action, elle vaut 1 euro l'action. Si je promets à Marine de lui céder des actions aujourd'hui pour l'avenir en fonction de conditions, elle va pouvoir bénéficier, même si elle exerce la promesse 3-4 ans après, elle va pouvoir venir bénéficier de manière sécurisée d'un point de vue juridique et fiscal d'un prix par action qui a été figé dans cette promesse à 1 euro. En revanche, si on se le dit comme ça entre nous, si dans 4 ans, tu es encore là et que tu as ramené tant de business, alors je te donne 10% du capital ou 10 actions du capital et qu'on s'en parle, mais qu'on ne le matérialise pas dans cette promesse et que 4 ans après, elle me dit oui, bah, du coup, c'est good, on peut procéder à la cession, alors qu'en 4 ans, le cabinet aura pris de la valeur. Et donc, l'action sera plus à 1 euro, mais peut-être qu'elle sera à 10 ou à 100. Et donc, le fait de formaliser cette promesse à l'instant T où la boîte a une valeur qu'on appréhende permet de venir figer le prix et de ne pas se retrouver quelques années plus tard avec un prix beaucoup plus élevé que ce qui avait été convenu de vive voix au démarrage. Voilà, voilà, l'implication d'un associé vs le travail déguisé. Ça, c'est un peu ce qu'on a dit, Claire. C'est-à-dire qu'un associé, il n'a aucune obligation de venir s'impliquer dans la société. Et donc, si tu veux qu'il s'implique, il faut donner un cadre à cette implication et venir cadrer les choses pour justement pas tomber dans le travail déguisé. Peut-on tout de même parler de l'actionnaire qui amène plein de cash mais ne participe pas à la vie de l'entreprise? Quels enjeux? Je crois qu'on va être trop limité pour rentrer dans le détail parce qu'il nous reste 4 minutes, mais en réalité, il y a plein de questions à se poser quand on a quelqu'un qui amène du cash. Parce qu'il y a différents outils pour amener du cash, à savoir, est-ce que c'est de l'equity, donc est-ce que c'est des actions, la contrepartie de son cash, ou est-ce que c'est simplement un prêt d'argent à la société, et dans ce cas-là, c'est une dette. Et du coup, une fois qu'on s'est posé cette question, on raisonne un peu en entonnoir et on trouve l'outil qui est le plus adapté. Typiquement, quand on lève des fonds, un investisseur va prendre une participation au capital. Et quand on est une start-up, c'est pas entendable que l'investisseur ait 90% de la boîte et que ceux qui mettent les mains dans le cambouis toute la journée aient que 10%. Donc, il va falloir venir cadrer en fait le rôle de cette personne. Et si c'est simplement un financier, il va falloir, si vous voulez le faire rentrer au capital, Ludovic, lui donner une partie du capital qui est cohérente avec le cash qu'il a amené par rapport aux besoins de cash de la boîte dans sa totalité, quoi. Mais il y a des vrais enjeux pour le coup qui sont généralement cadrés dans le pacte d'associés à nouveau. Si un associé a plus de 50% de parts, celui donne automatiquement un pouvoir de décision. Marina, effectivement, quand tu as plus de 50% d'une boîte, en tout cas, au-delà du pouvoir de décision, probablement qu'il y a certaines décisions que tu ne pourras pas prendre toute seule avec 50%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucune décision, a priori, ne pourra être prise sans toi, puisque tu as la majorité du capital. Maintenant, il y a tout un tas de mécanismes, et encore une fois, ce serait trop long pour rentrer dans le détail, mais il y a des moyens de venir avoir un petit contrôle sur la société, même si on a moins de 50% du capital. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on a des investisseurs au capital. Généralement, ils ont entre 15 et 25% de la boîte, et pour autant, ils ont le pouvoir de bloquer certaines décisions très stratégiques. Et ça, c'est encadré comment? C'est encadré par le biais d'un organe collégial, un board, un comité stratégique, un conseil d'administration, en tout cas un organe collégial qui, en amont de la prise de décision en assemblée générale, devra émettre un vote favorable avec une certaine majorité propre à ce comité-là. Donc voilà, cet acte séparé qui permet de réorganiser ça. Pour Catherine, la réponse est oui. Et pour Delphine, je vais creuser. Super. Ouais. Contractualiser ces relations, ça c'est un peu dans la même veine de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, quand vous allez acheter une baguette, vous passez un contrat. On ne se rend pas compte et on ne va pas signer un contrat à chaque achat de baguette, mais j'ai une demande, j'ai une offre, et j'ai une demande et j'ai une offre, et donc le contrat est passé. Il est vrai qu'on peut aujourd'hui passer des contrats sans avoir un document qui fait 15 pages pour chaque relation.
En revanche, il nous paraît essentiel de contractualiser ces relations, notamment si ça ne va pas. En fait, c'est toujours ça, hein. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment le contrat de mariage. C'est que si tout va bien, en réalité, on s'en fiche et on l'ouvre jamais. Si ça ne va pas, c'est ça qui vient cadrer vos relations. Notamment si la personne ne paye pas, si la personne ne délivre pas, sur des prestataires notamment qui touchent à la propriété intellectuelle, et ça fera le lien avec la dernière slide. C'est essentiel de prévoir que je sais pas, un cabinet qui va venir vous créer votre marque et vous dessiner votre logo, bah, de s'assurer que les droits de propriété intellectuelle attachés à ce logo sont bien cédés à la société. Et tout ça, malheureusement, ça n'a pas le choix que de figurer dans un document écrit signé par les parties. Donc, c'était un autre des conseils qu'on voulait vous donner aujourd'hui, c'est de vraiment venir contractualiser toutes vos relations dans la société. Vas-y Marine, je t'en prie. Ouais, et juste un petit ajout, au-delà de contractualiser, ayez bien en tête, vraiment, enfin retenez ce point qu'on a évoqué plusieurs fois, et notamment que Kim a évoqué plusieurs fois, qui a trait au statut des personnes qui travaillent pour la société. Au-delà de contractualiser éventuellement des relations, ayez en tête que c'est pas parce que des gens travaillent pour la société ou travaillent pour vous sans que vous n'ayez rien écrit que c'est absolument sans risque et que c'est OK sous prétexte que la personne a éventuellement des actions au sein de la société. Mais au-delà de ça, faites attention, ou en tout cas ayez en tête qu'au début de la vie de la société, si vous faites travailler des personnes, notamment des prestataires, des freelances, et que vous les faites travailler régulièrement, ayez en tête que, en principe, en tout cas, il est possible que ces prestataires puissent revendiquer la qualité de salarié. Donc, c'est vrai qu'au début de la vie d'une société, on va essayer de faire feu de tout bois et on va se dire, OK, j'ai créé ma société, j'ai des actionnaires, ils ont mis de l'argent pour acheter des actions, on va faire travailler tout ce petit monde-là, et puis j'ai un ou deux freelances qui vont pouvoir venir travailler tous les jours, et avec ça, on va pouvoir lancer la société. Oui, mais non, en fait. Une fois de plus, les actionnaires de la société qui ont vocation à travailler, s'ils doivent travailler pour la société sans en plus forcément être rémunérés, il n'y a pas 150 000 statuts, il y en a un, c'est le fait d'être dirigeant de la société, non rémunéré. Si vous faites intervenir des freelances régulièrement et en fait, vous les faites intervenir en substitut en réalité de salariés, attention, on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire parce que la réalité, c'est que beaucoup de sociétés, notamment quand elles n'ont pas de cash au début, sont obligées de le faire, en tout cas ne trouvent pas d'autre façon que de le faire, mais ayez en tête que ça n'est pas normal et en tout cas que ça n'est pas sans risque et que n'industrialisez pas ce procédé parce que à chaque relation que vous entretenez avec un freelance, un indépendant, un prestataire qui va venir travailler avec vous très, très régulièrement, à qui vous allez donner des directives, des ordres, de sorte qu'on va pouvoir peut-être à un moment les assimiler à des salariés, à chacune de ces relations-là, vous prenez le risque que si un jour les choses, la relation se ternisse, que cette personne vienne un jour vous dire, ah bah, moi, en fait, je considère que j'étais salarié de la société pendant X mois et je demande le rappel de mes salaires, de mes heures supplémentaires, de mes congés payés, etc., etc., etc. Donc, attention à bien mettre les choses au bon endroit et si vous prenez des risques, ayez conscience des risques que vous prenez. Voilà. Yes, je crois qu'on n'a pas de questions. Et ça, effectivement, c'est le dernier point, même si, encore une fois, on rappelle qu'on n'est pour le coup pas spécialisé en propriété intellectuelle, données personnelles, etc. Mais c'est quelque chose qui nous paraît aussi indispensable à la création d'une société, startup qui va faire entrer des investisseurs qui vont être très regardants sur ça et dont l'actif principal est finalement des droits de propriété intellectuelle, des logiciels, une marque, un logo, un brevet, etc. C'est essentiel que ces droits-là appartiennent à la société. Il n'est pas impossible qu'avant de créer sa boîte, on ait trouvé l'idée du siècle sur le nom et on réserve les noms de domaine. On est tous passés par là, réserver 10-15 noms de domaine, les .fr, les .com, les .co, etc. avec le nom qu'on a choisi, même si la boîte n'a pas été créée. Le nom de domaine, il est payé par un des associés, mais en réalité, il appartient à cet associé. Si demain, l'associé s'en va sans céder ce nom de domaine à la société, il part avec le nom de domaine.
Pareil pour la marque. C'est pas impossible de déposer sa marque auprès de l'INPI en qualité de personne physique. Il faudrait pas attendre le moment où la société a beaucoup de valeur pour arriver dans un système où finalement on est dans un rapport de rançon pour récupérer la marque qu'on exploite tous les jours. Donc soyez très très vigilants sur toute la propriété intellectuelle, qui sera exploitée, qui est exploité par la société, pour venir contractualiser ça. Nous, on le voit dans les audits quand les boîtes lèvent des fonds, où ils doivent aller chercher le stagiaire qui avait dessiné ou développé une partie du code parce qu'il n'a pas cédé la propriété intellectuelle, ou aller retrouver le prestataire avec qui on n'a pas fait de contrat et on n'a pas un écrit noir sur blanc qui a permis de céder la propriété intellectuelle. C'est très compliqué de revenir vers les gens, d'autant plus quand la boîte fonctionne et se développe et a une grosse valeur, pour leur demander de signer un petit papier. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper dès la création de la boîte, même avant. C'est-à-dire que l'associé qui dépose la marque, il peut par exemple la déposer au nom et pour le compte d'une société qui n'est pas encore créée. Donc, Et ça répond, et ouais. Kim, je me permets d'intervenir Vas-y, parce vas-y. que ça répond justement à une question qui vient d'être posée dans le chat. Je suis en train de créer mon entreprise. Je dois déposer quoi? Marque, logo, charte graphique. Enfin, en tout cas, c'est en lien avec ça. Ouais. Comme le dit Kim, si vous êtes en train de créer une société, que vous savez d'ores et déjà que vous avez choisi une marque, un logo, éventuellement une identité visuelle, mais principalement une marque et un logo. Vous pouvez, la société n'est pas encore créée, donc en tant que telle, la société ne peut pas déposer ses marques et ses logos puisque la société n'est pas encore créée. En revanche, comme l'a dit Kim, vous pouvez faire ces démarches auprès de l'INPI, de déposer vous en tant qu'individu, donc personne physique, au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, et vous indiquez le nom de la société en cours de formation et les éventuelles autres infos que vous pouvez avoir, notamment si vous avez déjà l'adresse du siège social, par exemple. Ce qui fait que automatiquement, si vous inscrivez en plus dans les statuts de votre société, quand vous les déposez au greffe, que vous avez accompli au cours de la formation de la société certains actes, et notamment que vous avez déposé au nom et pour le compte de la société en cours de formation le logo, la marque, au moment où la société va être créée et où elle va être immatriculée, il va y avoir ce qu'on appelle une reprise automatique des actes par la société qui ont été réalisés par vous au nom et pour le compte de cette société en cours de formation. Donc, ça permettra si vous voulez, de réaliser automatiquement le transfert de propriété entre vous et la société. Après, au niveau du site de l'INPI, par exemple, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément connaissance, donc il faut juste notifier à l'INPI qu'il y a eu un changement de propriétaire. Mais juridiquement, en tout cas, c'est bien la société qui détient la propriété dans ces cas-là Ouais, et peut-être des si c'était pas droits. clair, nos propos, ils visent pas à dire qu'on a l'obligation de déposer une marque, hein. C'est Ah oui, non, simplement non, que non, si vous non. voulez protéger votre marque et vous éviter qu'on vienne vous chercher parce que vous exploitez la même marque que quelqu'un d'autre, parce que vous ne l'avez pas déposée, alors si vous voulez protéger la marque, il faut la déposer, mais il n'y a pas d'impératif légal à déposer une marque, hein. C'est un choix qu'on fait pour venir protéger les actifs de la société. Et du coup, je réponds Ouais. au dernier commentaire. Donc, il vaut mieux déposer ses propres éléments à protéger auprès de l'INPI avant de créer une société afin que les actionnaires ne puissent pas y toucher. Alors, la question, c'est pas tellement de savoir c'est pas tellement de savoir si les actionnaires peuvent y toucher, parce que si c'est vous qui avez déposé à titre individuel les droits sur une marque ou sur un logo, c'est vous qui êtes propriétaire de ces droits sur cette marque ou ce logo, et vos actionnaires n'ont pas de droits sur cette marque ou sur ce logo. En revanche, ce qui peut poser problème, c'est notamment, une fois de plus, si vous avez pour perspective de faire un jour rentrer d'autres actionnaires qui auront un profil plutôt de financiers ou des investisseurs purs et durs, ces personnes qui rejoindront l'aventure parce que une marque, un logo est associé à votre société, que ça valorise la société, et ils auront besoin de s'assurer que c'est bien la société qui détient ces éléments. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut que la société détienne les droits qu'elle utilise au quotidien pour se développer. Voilà, je ne sais pas si Ah non, c'est... si Vince, ta question, c'est de dire est-ce que c'est mieux que je dépose moi, comme ça j'ai un rapport de force en ma faveur parce que ces droits-là m'appartiendront à moi, personne physique, et ils ne seront pas au bénéfice de la société et donc par ricochet de tous ses associés. Alors oui, effectivement,
il y a un rapport de force en ta faveur. Mais comme le dit Marine, c'est pas sain pour la société. Si tu veux protéger ta société, il vaut mieux que ce soit la société qui détienne tous ces droits. Et si la boîte n'est pas créée, effectivement, de les déposer toi et ensuite de les céder à ta société.